Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode est fort ciblé, Comment dépasser ses limites sur le lieu de travail avec un esprit financier. Tout le contenu de ce livre tourne autour d'une formule d'évaluation. L'objet de l'évaluation, c'est nous-mêmes. La composition spécifique de cette formule sera discutée ultérieurement. Tout d'abord, parlons de ce que signifie ici le terme « évaluation ». Nous savons tous que la vie humaine n'a pas de prix et que la valeur humaine ne peut pas être simplement mesurée par l'argent. Mais il est indéniable que tant que nous entrerons sur le marché du travail, nous serons dominés par la main invisible de la loi du marché, et notre valeur en tant que force de travail doit souvent être objectivement marquée par l'argent. Et la valeur que ce livre nous amène à estimer est notre valeur en tant que force de travail, c'est-à-dire notre valeur sur le lieu de travail. L'auteur de ce livre est Masato Noguchi, un célèbre professeur de MBA au Japon et un acteur important du secteur financier. Il a travaillé pour Red Bank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs et d'autres sociétés. Plus tard, il a fondé une société de conseil, qui a remporté le classement des sociétés de conseil privées japonaises en matière d'évaluation des investissements et de fusion et acquisition pendant 3 années consécutives. Première place. Au cours des 10 années écoulées depuis la création de l'entreprise, Noguchi a traité plus de 2000 dossiers d'évaluation d'entreprise. Il est donc considéré comme un expert en matière d'évaluation. Il a déclaré que même s'il est nécessaire de recourir à un raisonnement logique complexe pour évaluer la valeur actuelle d'une entreprise, la cause profonde est en réalité une formule. La valeur actuelle d'une entreprise, PV, est égale à la moyenne des flux de trésorerie futurs, CF, que l'entreprise peut créer divisé par le taux d'actualisation, R. J'ajoute ici que la formule donnée par l'auteur s'appuie sur une méthode classique d'évaluation d'entreprise, la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie. Le principe est d'abord d'estimer les flux de trésorerie que l'entreprise peut créer dans le futur, puis d'actualiser ces flux de trésorerie. Le processus de calcul strict est assez compliqué, y compris la division des étapes de croissance de l'entreprise, la détermination du taux de croissance de l'entreprise, le taux d'actualisation des liquidités, etc. La formule donnée ici par l'auteur est une version simplifiée, mais elle reflète fondamentalement l'essence idéologique de cette méthode. Je répète. La valeur actuelle d'une entreprise, également appelée valeur actuelle, est égale à la moyenne des flux de trésorerie futurs qu'elle peut créer, CF, divisé par le taux d'actualisation, R. Parmi eux, les flux de trésorerie font référence au montant de trésorerie restant après les entrées de trésorerie de l'entreprise moins les sorties de trésorerie, qui peuvent être considérées comme le bénéfice de l'entreprise. Le taux d'actualisation mesure la valeur temporelle de l'argent. Grâce au taux d'actualisation, nous pouvons actualiser les flux de trésorerie futurs au présent et obtenir leur valeur actuelle. Cette formule permet non seulement de calculer la valeur d'une entreprise, mais peut également être utilisée pour évaluer la valeur d'une entreprise ou d'un actif. L'auteur estime que la vérité la plus essentielle que nous révèle cette formule est la suivante: ce qui détermine la valeur actuelle d'une entreprise n'est pas le nombre de ses actifs existants, mais le flux de trésorerie qu'elle peut créer dans le futur. Et ce principe s'applique également aux individus, ce qui détermine la valeur actuelle d'une personne au travail n'est pas ce qu'elle a maintenant, mais ce qu'elle peut créer dans le futur. Ce livre utilise cette formule comme cadre de réflexion pour discuter de la manière dont nous, sur le marché du travail, devrions percevoir correctement la valeur de notre lieu de travail et comment améliorer efficacement cette valeur. L'auteur parle de divers scénarios courants sur le lieu de travail, tels que les interactions sur le lieu de travail, les promotions et les augmentations de salaire, ainsi que la sélection des opportunités. Je crois qu'après avoir écouté ce livre aujourd'hui, vous aurez une idée plus claire des directions dans lesquelles vous devriez travailler si vous voulez vous rendre plus précieux dans votre futur développement de carrière. Bon, maintenant, examinons à nouveau cette formule importante. La valeur actuelle, PV, est égale à la moyenne des flux de trésorerie futurs, CF, divisé par le taux d'actualisation, R. Ainsi, si nous voulons rendre la valeur actuelle aussi grande que possible, nous avons en fait deux solutions, l'une consiste à augmenter le numérateur et l'autre à diminuer le dénominateur. Ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser cette formule pour améliorer la valeur de votre lieu de travail dans ces deux directions. Première partie. Regardons d'abord le numérateur, la moyenne des flux de trésorerie futurs. Évidemment, augmenter le numérateur signifie augmenter votre trésorerie future. Il y a ici deux mots-clés, l'un est flux de trésorerie et l'autre est avenir. Parlons-en séparément. Parlons d'abord des flux de trésorerie. Pour ce mot, beaucoup de gens peuvent le comprendre comme leur salaire mensuel. L'auteur estime que cette compréhension est fausse. Pensez Y, une entreprise considérerait-elle une personne comme ayant une grande valeur simplement parce que son salaire est élevé? Définitivement pas. C'est parce que votre valeur est élevée que votre salaire est élevé, l'inverse n'est pas vrai. Alors, à quoi fait référence le flux de trésorerie dans notre formule? Il fait référence au flux de trésorerie que nous apportons à l'entreprise. Il est calculé en soustrayant les sorties de trésorerie des entrées de trésorerie, c'est-à-dire les revenus que vous générez pour l'entreprise moins les coûts que l'entreprise vous consacre. Le salaire est inclus dans ce coût. De ce point de vue,
L'auteur rappelle que si votre entreprise augmente les salaires en fonction des qualifications des salariés, c'est-à-dire en fonction des années de présence dans l'entreprise, il ne faut pas se relâcher, car si le salaire d'une personne augmente chaque année, ses capacités. Si vous ne réussissez pas, alors, dans les mauvaises années, vous serez probablement le premier à être licencié. De la même manière, si une personne reçoit un salaire élevé qui ne correspond pas à ses capacités, cela peut être un profit à court terme, mais à long terme, c'est en réalité une situation très dangereuse. De l'avis de l'auteur, le moyen le plus sûr de survivre sur le lieu de travail est de rendre sa force digne du salaire que l'on reçoit. Si vous estimez que votre salaire actuel dépasse vos capacités, ou si vous n'êtes pas satisfait de votre salaire actuel, essayez de créer davantage de flux de trésorerie pour combler l'écart entre le salaire et les capacités, ou améliorer votre évaluation dans l'entreprise. Après avoir entendu cela, vous vous demandez peut-être, est-ce que je travaille uniquement pour générer des revenus pour l'entreprise? Pourquoi as-tu l'impression d'être utilisé? L'auteur a déclaré que si vous avez de telles pensées, c'est probablement parce que vous n'avez pas réussi à faire bon usage de votre entreprise. Oui, les entreprises ne sont pas les seules à pouvoir profiter de leurs employés, les employés peuvent aussi profiter des entreprises. Comment l'utiliser? L'auteur dit, s'il vous plaît, considérez votre entreprise comme un coffre à jouets géant. Dans ce coffre à jouets, il y a des jouets que nos prédécesseurs fabriquent depuis longtemps, technologie, savoir-faire, équipement, connexion, influence de la plateforme, etc. Il est fondamentalement impossible de collecter toutes ces choses individuellement, mais après avoir rejoint l'entreprise, nous pouvons utiliser pleinement ces précieux jouets et utiliser les ressources de l'entreprise pour promouvoir notre propre croissance. De cette façon, vous pouvez transformer votre relation avec l'entreprise en une relation gagnant-gagnant. Alors, quel type de croissance le coffre à jouets de l'entreprise peut-il nous aider à atteindre? Sur la base du contenu du livre, nous pouvons résumer 2 directions. Et ils sont notre secret pour améliorer la trésorerie. Le premier est la croissance de la pensée. Ici, l'auteur nous souligne l'importance de cultiver la pensée vendeur. Le vendeur, comme son nom l'indique, est la partie qui souhaite vendre des choses à d'autres, la plus courante étant le service commercial de l'entreprise. Cependant, dans un sens plus large, tant que vous êtes au travail et que vous avez besoin d'amener davantage de personnes à acheter ou à s'identifier à vos produits, idées, solutions, etc., vous êtes alors dans la position d'un vendeur. L'auteur estime que le plus grand avantage d'être vendeur est que vous avez la possibilité d'avoir un contact direct avec les clients. À l'heure actuelle, il existe partout des idées, des biens et des services similaires. Si vous voulez que l'acheteur se sente « je ne veux pas de celui des autres, je veux celui de cette personne », vous devez avoir une « valeur ajoutée » qui dépasse les autres. Par exemple, non seulement devons-nous prendre en compte l'acheteur dans tous les aspects de la conception du produit, être parfaitement conscient de l'évolution de ses besoins et prêter attention à la façon dont nous nous habillons, parlons et nous comportons lorsque nous contactons l'acheteur, mais nous devons également toujours penser sur la façon de maintenir la clientèle existante et d'élargir le marché des clients potentiels, etc. Cependant, si vous êtes dans la position de l'acheteur, vous n'avez pas besoin d'y prêter attention. L'acheteur est la partie qui achète les marchandises. Par exemple, de nombreux services tels que le service administratif et le service des achats d'une entreprise ont des fonctions des acheteurs. Dans le secteur financier où travaille l'auteur, les gestionnaires de fonds sont également appelés acheteurs car leur travail principal est de prendre l'argent des investisseurs. Acheter sur le marché des produits financiers. En tant que partie la plus puissante entre l'acheteur et le vendeur, l'acheteur est plus susceptible de réfléchir aux problèmes de son propre point de vue et de formuler des exigences envers le vendeur, mais n'est pas très doué pour utiliser la façon de penser orientée client du vendeur. Vous êtes peut-être un peu confus, puisque je travaille en tant qu'acheteur, je peux simplement faire ce que je veux. Pourquoi ai-je besoin d'avoir une réflexion orientée client? En fait, l'orientation client signifie traiter toutes les personnes liées à votre travail comme vos clients. Cela inclut non seulement les clients qui achètent des marchandises, mais également les partenaires en amont et en aval de l'entreprise, ainsi que les collègues, superviseurs, subordonnés, etc. qui travaillent ensemble. Par exemple, les services financiers, administratifs et technologiques n'ont en apparence pas de contact direct avec les clients, mais en réalité, leurs clients sont les employés de l'entreprise. L'auteur estime que vous travaillez en tant que vendeur ou acheteur, si vous souhaitez améliorer votre propre valeur, vous devez avoir une réflexion orientée client. Bien souvent, les connaissances et les compétences que nous acquérons en travaillant en tant qu'acheteur ne sont applicables qu'à une entreprise ou à un poste spécifique. Cependant, ce type de réflexion orientée client peut être utilisé où que vous soyez. Par exemple, pour le service technologique, les utilisateurs internes de l'entreprise qui utilisent le système technologique sont leurs clients. Cependant, de nombreux techniciens ne travaillent pas avec la conscience de servir les clients, ils veulent simplement accomplir les tâches assignées par leur patron à temps et ils ne sont pas très doués pour réfléchir à comment puis-je laisser mes utilisateurs utiliser un système technique qui est plus facile à utiliser. Mais c'est précisément parce que de nombreuses personnes se trouvent dans cet état que ceux qui sont orientés clients ont plus de chances de briller. Par exemple, si un technicien en charge d'un système interne prend l'initiative de découvrir et d'améliorer un détail technique important,
réduit les heures de travail des employés ou réduit les dépenses, les coûts économisés seront incorporés dans son travail pour l'entreprise. Flux créé. Si une personne peut constamment réfléchir à « comment puis-je offrir à mes clients une meilleure expérience ?» de cette manière, alors ses idées de travail seront plus riches que les autres et elle pourra également augmenter son flux de trésorerie plus rapidement que les autres. C'est l'avantage que nous apporte la réflexion vendeur, et cet avantage ne se limite pas à des secteurs ou à des postes spécifiques. Ce que je viens de dire, c'est la croissance de la réflexion que nous pouvons obtenir dans l'entreprise. Parlons d'un autre type de croissance, la croissance des connaissances. Nous savons que dans l'entreprise, chacun se concentre généralement sur sa propre position. Mais l'auteur estime que cela ne suffit pas et qu'il faut également s'intéresser à des domaines dépassant notre travail professionnel. Le plus important est d'apprendre à regarder la cartographie globale de l'activité de l'entreprise. Que peut nous dire cette carte? La première est de clarifier le positionnement fonctionnel de votre poste dans l'ensemble de l'entreprise. Ces positions communes que nous avons habituellement peuvent être divisées en deux catégories en fonction du contenu du travail. L'une est de créer des revenus, l'autre est de réduire les coûts. C'est le point de départ pour nous d'améliorer notre capacité à gagner de l'argent. Par exemple, le personnel responsable de la maintenance des systèmes administratifs et des systèmes techniques internes a un positionnement fonctionnel de réduction des coûts. Bien qu'il crée rarement de la trésorerie directement, il joue un rôle important en aidant l'ensemble de l'entreprise à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité grâce à diverses tâches de support. Effet. Comprendre cela peut nous donner un plus grand sens et une plus grande direction dans notre travail. Après avoir clarifié votre positionnement fonctionnel, vous devez également appréhender la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire savoir par quelles étapes passent les biens ou services de l'entreprise avant d'arriver enfin entre les mains des clients. Cela peut nous aider à évaluer plus précisément notre capacité de gain. Par exemple, le service commercial d'une entreprise peut avoir réalisé des bénéfices extrêmement élevés cette année-là, mais cette réussite n'appartient pas à 100% uniquement au personnel commercial, car ce bénéfice extrêmement élevé est le résultat des efforts conjoints de nombreuses personnes, y compris les acheteurs. À bas prix, les acheteurs de matières premières, le personnel de R&D qui développe de nouveaux produits qui font l'époque, etc. Si en tant que vendeur, vous oubliez ces chaînes de valeur, il est facile de surestimer votre capacité de gain. Il en va de même pour les autres postes. Après avoir compris la chaîne de valeur de l'entreprise, nous pouvons approfondir l'intégration de l'entreprise dans l'industrie et comprendre la position actuelle de l'entreprise dans l'industrie, qui sont ses principaux concurrents et quels sont les avantages et les inconvénients de l'entreprise par rapport à eux. Ces informations peuvent nous aider à comprendre si notre département améliore la force concurrentielle de l'entreprise ou l'entrave dans la concurrence. S'il est à la traîne, à quoi sert-il d'être à la traîne, y a-t-il un moyen de percer, etc. Vous pourriez dire, ne sont-ce pas des choses auxquelles mon chef veut penser? Pourquoi devrais-je m'inquiéter à ce sujet? En effet. Cependant, il faut savoir que les dirigeants ne nous diront pas tous les résultats de leurs réflexions. Si nous nous limitons à nos propres devoirs, nous serons toujours dirigés par les autres dans notre réflexion et nos actions, mais si nous pouvons prendre l'initiative d'étudier l'entreprise en comprenant l'environnement commercial et industriel global, vous pouvez vous préparer dès le début aux opportunités et aux risques possibles. Vous pouvez également utiliser l'entreprise actuelle comme échantillon de recherche pour accumuler une idée de l'ensemble de l'industrie, sachant que si vous en sortez entreprise, vous pouvez avoir un type de parcours de développement. C'est le bénéfice que nous apporte la croissance des connaissances. Nous venons de parler du premier mot-clé, flux de trésorerie, et de la façon d'utiliser le coffre à jouets de l'entreprise pour améliorer votre capacité à créer des flux de trésorerie. Parlons maintenant du deuxième mot-clé des flux de trésorerie futur moyen, futur. Ce mot définit l'orientation de nos efforts, qui est de créer parmi votre entourage l'attente que vous êtes une personne capable de gagner de l'argent à l'avenir. Les soi-disant personnes autour de vous incluent non seulement vos collègues et vos patrons, mais également vos pairs, les chasseurs de tête, etc. Comment pouvez-vous leur faire croire que vous pourrez gagner de l'argent à l'avenir? Pour ceux qui travaillent depuis plusieurs années, vos performances passées sont nettement plus importantes. Alors, est-il nécessaire d'avoir des performances élevées chaque année? Ni l'un ni l'autre. L'auteur a déclaré que sur le lieu de travail, ceux qui sont les plus susceptibles d'être hautement évalués sont ceux qui ont la capacité de se rétablir. Par exemple, vous avez peut-être été en mauvaise forme l'année dernière et votre performance n'était pas idéale, mais cette année vous avez ajusté vos méthodes de travail, fait de grands progrès et montré une dynamique qui peut être maintenue. Ces employés sont peut-être plus populaires que ceux qui ont toujours une longueur d'avance. Revenons au mot « futur ». Son plus grand rappel est de savoir comment gérer les attentes des autres à notre égard. Parlons d'un scénario spécifique. Par exemple, votre performance cette année a été bonne, donc à la fin de l'année vous envisagez de demander une promotion et une augmentation de salaire à votre patron. À ce stade, vous devez gérer les attentes de vos dirigeants. Comment le gérer? L'auteur suggère que nous ne devrions pas partir de la perspective de nos propres intérêts, mais plutôt élaborer dans la perspective de « dans quelle mesure puis-je augmenter les flux de trésorerie de l'entreprise ?» Par exemple,
L'une des méthodes les plus indésirables consiste à demander directement une promotion et à dire quelque chose comme « J'ai accompli tant de réalisations et j'espère que vous pourrez me nommer contremaître ». Cependant, vous pouvez demander une augmentation de salaire au moment approprié. Tant. Mais il est préférable de prouver par des chiffres que votre salaire est bien inférieur au flux de trésorerie que vous créez pour l'entreprise. La façon d'obtenir les plus grands éloges est de montrer à votre patron comment vous souhaitez créer une plus grande valeur à l'avenir. Par exemple, j'ai réalisé ces réalisations au cours des dernières années et j'espère que l'entreprise pourra me laisser responsable d'une plus grande résultat la prochaine fois. Projet, même si vous demandez une promotion, vous devez suivre cette idée. N'insistez pas sur ce que vous voulez, mais insistez sur ce que vous ferez après la promotion et quelle valeur vous apporterez à l'entreprise. De cette façon, nos demandes auront plus de chances d'être acceptées. La seconde partie. Tout à l'heure, nous sommes partis des deux mots-clés, futur et flux de trésorerie, et avons parlé de la façon d'augmenter le numérateur dans la formule de valeur. Regardons le dénominateur, le taux d'actualisation. D'après la formule, on peut savoir que quelle que soit la capacité de gagner de l'argent, si le taux d'actualisation est trop élevé, la valeur ne sera pas très élevée. Au contraire, si le taux d'actualisation peut être réduit, la valeur peut être obtenue même si le flux de trésorerie gagné reste inchangé. Voyons donc ci-dessous comment réduire votre taux d'actualisation sur le lieu de travail. Dans le monde financier, le taux d'actualisation est égal au risque moins le taux de croissance. Cette formule s'applique également aux particuliers. Examinons d'abord les risques. On peut déduire de la formule que plus le risque de flux de trésorerie est faible, plus le taux d'actualisation est faible. Comment mesurer l'ampleur du risque? Inspirons-nous des entreprises. Supposons qu'il existe 3 entreprises de même taille. Ci-dessous, je présenterai l'évolution de leurs bénéfices au cours des 10 dernières années et vous demanderai de deviner lequel présente le risque le plus élevé. La société A perdait de l'argent au début, mais a soudainement réalisé un bénéfice et ses bénéfices ont augmenté de manière significative. Les bénéfices de la société B sont restés inchangés au cours des 10 dernières années. Les bénéfices de la société C étaient relativement bons au début, mais ils ont chuté à mi-chemin et se sont soldés par une perte. Beaucoup de gens penseront que la société C, qui perd actuellement de l'argent, présente le risque le plus élevé, tandis que la société A, qui augmente ses bénéfices, présente le risque le plus faible, mais d'un point de vue financier, la société A et la société C sont toutes deux très risquées, et l'entreprise B, qui semble ordinaire, présente le risque le plus élevé. En fait, le risque est le plus faible. En effet, le risque n'est pas un danger, mais une incertitude qui peut être anticipée à l'avance. L'incertitude fait référence à la difficulté de prédire les conditions futures. Le bénéfice net de la société B pour la période en cours était presque le même presque chaque année sur une période de 10 ans, nous pouvons donc juger qu'elle gagnera probablement autant l'année prochaine. L'entreprise a perdu de l'argent au début, mais ses performances se sont rapidement améliorées ces dernières années. Il se peut qu'elle soit encore rentable l'année prochaine, mais elle risque de perdre à nouveau de l'argent l'année suivante. Par conséquent, lorsque nous disons que le risque d'investir dans une entreprise est faible, cela ne signifie pas que les performances futures de l'entreprise seront très bonnes, mais que son incertitude est faible, c'est-à-dire que nous pouvons prédire son avenir relativement facilement. L'auteur dit qu'il en va de même pour les individus. Bien que certaines personnes puissent gagner beaucoup d'argent lorsqu'elles gagnent de l'argent, elles ne peuvent pas gagner d'argent lorsqu'elles ne le peuvent pas. Par rapport à ces personnes, ceux qui ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent mais ne peuvent pas créer de gros problèmes ont moins de risques et peut être plus dignes de confiance. Ainsi, même si nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, tant que nous pouvons réaliser de solides performances chaque année, nous pouvons réduire notre taux d'actualisation. Ensuite, si nous voulons créer des flux de trésorerie de manière continue et stable au lieu de procéder à des transactions ponctuelles, nous devons alors travailler dans une perspective à long terme et ne pas nous concentrer uniquement sur les intérêts immédiats. Par exemple, pour accomplir la tâche de vente, un vendeur utilise la force pour amener les clients à acheter leurs propres produits. Même si cela augmente temporairement les ventes, les clients peuvent le détester et ne jamais revenir. Par conséquent, s'il est important de générer des flux de trésorerie le plus tôt possible, si vous souhaitez réduire le taux d'actualisation et réduire votre incertitude aux yeux des autres, il est encore plus important d'avoir une vision à plus long terme de votre travail. De plus, il existe d'autres facteurs qui affecteront également votre certitude aux yeux des autres. Par exemple, si vous pouvez maintenir une stabilité émotionnelle dans l'adversité. Certaines personnes sont généralement douces, mais lorsqu'elles sont punies, lorsque les résultats ne sont pas ceux attendus ou lorsque le temps presse et les tâches sont lourdes, elles perdent le contrôle de leurs émotions. L'auteur a dit « Ne pensez pas que les gens autour de vous vous comprendront, ils vous observent en fait calmement, même si votre expérience mérite de la sympathie, l'impression d'instabilité émotionnelle restera toujours dans leur mémoire. » Si une personne parvient à maintenir une stabilité émotionnelle face à l'adversité, alors son entourage pensera qu'elle est professionnelle et très rassurante. En fait, cela signifie que votre certitude est relativement élevée. Par conséquent, nous devons toujours nous rappeler que plus nous sommes confrontés à l'adversité, plus nous devons contrôler nos émotions. Il y a un point de vue similaire dans le livre « Gérez-vous comme une entreprise ». Ce que je dis,
c'est que même si vous avez l'impression d'être en hiver sur le lieu de travail, tant que vous êtes au travail pendant une journée, vous devez essayer de maintenir le rythme du printemps et le sourire de l'été. Par exemple, vous avez toujours des réunions avec vos collègues avec beaucoup d'énergie, vous rapportez toujours normalement à votre patron, et autant en rendre compte davantage. Bref, même si l'hiver approche, vous faites quand même ce qu'il faut faire, ce qui vous donnera l'étiquette supplémentaire de « pas alarmé par les changements et fort en professionnalisme ». Le maintien de la stabilité émotionnelle, mentionné ci-dessus, peut améliorer votre certitude aux yeux des autres. Un autre comportement qui affaiblira sérieusement la certitude est la dissimulation d'informations ou la tromperie au travail. Au cours de mon travail, l'auteur a vu un commerçant cacher une transaction perdante pour faire bonne figure. Après avoir été découvert, le commerçant a déclaré qu'il avait simplement oublié de la signaler. Plus tard, le commerçant a été licencié par l'entreprise, mais ce n'était pas parce qu'il avait causé des pertes à l'entreprise, mais parce que, pour dissimuler les pertes, il avait d'abord caché puis menti. Cela reflète un problème fondamental, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance, vous ne savez pas s'il fera des choses plus extrêmes à l'avenir, et vous pouvez même douter de la véracité de ses performances passées. De tels exemples ne sont pas rares dans la réalité. Vous l'avez peut-être vu de vos propres yeux. Afin de dissimuler des erreurs au travail, certaines personnes ont menti pendant un certain temps et ont fini par se détruire. En fait, ce ne sont pas seulement ces mensonges évidents qui sont considérés comme de la tromperie, de nombreuses personnes peuvent avoir légèrement trompé les autres ou avoir dit quelque chose d'ambigu. Par exemple, certains vendeurs peuvent clairement savoir que certaines exigences du client ne peuvent pas être satisfaites, mais ils essaieront quand même de le tromper en disant « D'accord, nous ferons de notre mieux » ou « Nous travaillerons dur pour y parvenir ». L'auteur estime que ce comportement est en réalité une sorte de tromperie. Le client peut être plein d'attentes et penser que ses exigences sont susceptibles d'être satisfaites, mais lorsqu'il découvre finalement que cela ne peut pas être réalisé, ou même loin d'être le cas, sa confiance dans les ventes sera considérablement réduite. D'un point de vue financier, les gens honnêtes courent moins de risques. En effet, ces personnes peuvent éliminer au maximum l'asymétrie de l'information entre les deux parties et s'efforcer de créer un environnement d'information suffisamment transparent, et plus le partage d'informations est complet, plus la certitude de la prédiction est élevée. Il en va de même au travail. Si une entreprise veut éviter des pertes inattendues, elle doit maîtriser autant d'informations que possible, et ces personnes malhonnêtes sont des inconnus qui ne peuvent pas être contrôlés dans l'environnement de l'information, ce qui augmentera considérablement les risques de fonctionnement de l'entreprise. Cette personne deviendra elle aussi un risque caché dans l'entreprise. Ci-dessus, nous avons parlé du premier facteur clé qui affecte le taux d'actualisation, le risque. Rappelons la formule de calcul du taux d'actualisation égale risque, taux de croissance. Le deuxième facteur clé dont nous allons parler ensuite est le taux de croissance. Rappelons les trois sociétés que je viens de citer. Les changements dans les bénéfices de la société A sont les suivants: elle a commencé à perdre de l'argent, a réalisé un profit au milieu, puis a continué à croître. Les bénéfices de la société B sont restés inchangés, les bénéfices de la société C ont augmenté au début, puis ont commencé à diminuer au cours de la période suivante. Milieu, et est finalement tombé dans un état déficitaire. Classons maintenant ces trois entreprises du point de vue du taux de croissance. Il est alors évident que l'entreprise A, qui a transformé un profit en profit, devrait avoir le taux de croissance le plus élevé, suivi par l'entreprise B, tandis que l'entreprise C, qui a transformé un profit en perte, a le taux de croissance le plus faible. Il en va de même pour les tarifs réduits personnels. Même si les flux de trésorerie passés d'une personne n'étaient pas très stables et que le risque était relativement élevé, tant que la tendance est à la hausse, son taux de croissance augmentera. En conséquence, son taux d'actualisation sera réduit. Ainsi, à ce stade, des amis attentifs peuvent se poser une question: puisque le risque et le taux de croissance sont tous deux des facteurs clés qui affectent le taux d'actualisation, lorsque les deux sont en conflit, comment devrions-nous choisir? Par exemple, imaginez ce scénario: votre entreprise décide de lancer un nouveau projet très difficile. S'il se développe sans problème, il peut générer des bénéfices élevés, mais s'il échoue, il peut également entraîner des pertes importantes. À ce moment-là, le leader vient vers vous et vous dit qu'il espère que vous serez en charge de ce projet. Excusez-moi, vous voulez le récupérer? Le conseil de l'auteur est de le faire. Pourquoi? Pensons Y d'abord du point de vue de l'entreprise, puis transférons-le au particulier. Pour une entreprise, si elle ne prend aucun risque, c'est comme déposer tous les fonds de l'entreprise dans une banque, elle peut ainsi en effet obtenir des rendements très stables. Mais sera-ce une bonne entreprise dans laquelle il vaut la peine d'investir pour les investisseurs du marché? Évidemment pas. Parce que ça ne grandit pas. Il en va de même pour les salariés des entreprises. Afin d'assurer la stabilité de leur flux de trésorerie, certaines personnes éviteront excessivement les risques et tomberont dans un état de travail consistant à rechercher la stabilité et à se défendre sans attaquer, ce qui ne favorisera pas leur propre croissance. De plus, du point de vue de l'entreprise, si un tel employé ne peut pas prendre les devants et foncer dans les moments importants, sa valeur diminuera naturellement. Par conséquent,
Que ce soit du point de vue de la croissance personnelle ou du développement de l'entreprise, nous devons discerner les opportunités de manière proactive et accepter courageusement les défis. Il convient toutefois de noter que l'auteur ne nous encourage nullement ici à prendre des risques aveuglément. Il estime que les risques que nous pouvons prendre sont ceux pour lesquels nous pouvons clairement comprendre combien nous pouvons gagner si nous réussissons bien, et combien nous pouvons perdre dans le pire des cas. Parce que nous le savons, nous pouvons situer les pertes et les gains aux deux extrémités de l'échelle pour juger des progrès et des reculs. C'est similaire à l'idée d'investir. Comme l'a dit Buffett, multiplier la probabilité de perte par le montant de la perte possible, puis multiplier la probabilité de profit par le montant du profit possible, et enfin soustrayer la perte du résultat du bénéfice. C'est l'approche que nous avons toujours adoptée. Cela peut être considéré comme une loi d'airain en matière d'investissement et peut être utilisé dans bon nombre de nos scénarios de prise de décision. Par exemple, lorsque vous hésitez à dépenser 10 000 yuan pour vous inscrire à un cours de perfectionnement personnel, si après évaluation, cela peut vous rapporter un rendement attendu de plus de 10 000 yuan, alors vous devriez investir. De la même manière, si lorsque vous hésitez à vous lancer dans le prochain projet, si le résultat du calcul est que le profit attendu est supérieur à la perte attendue, alors vous pouvez aller de l'avant. Bien entendu, lorsque vous entreprenez le projet, vous devez également montrer à votre leader le processus de calcul que vous venez d'effectuer. 4 chiffres clés sont impliqués: le montant maximum de la perte, la probabilité de perte, le montant maximum du profit et la probabilité de profit. L'auteur estime que parmi eux, la chose la plus importante à souligner est le montant maximum des pertes, c'est-à-dire, si nous réalisons ce plan, combien sera perdu dans le pire des cas, bien qu'il ne s'agisse que d'un événement peu probable. Si le leader pense que cela est acceptable, même si le projet échoue, puisque vous avez prévenu à l'avance des risques, vous n'aurez pas à assumer seul toutes les responsabilités. Maintenant, résumons-le et parlons de la façon d'améliorer la valeur personnelle sur le lieu de travail sur la base de la formule de valeur sous les deux angles de l'augmentation du numérateur et de la diminution du dénominateur. Rappel, la valeur professionnelle actuelle, PV, d'une personne est égale à la moyenne des flux de trésorerie futurs, CF, divisé par le taux d'actualisation, R. Pour augmenter le numérateur, il faut saisir deux mots-clés: d'abord, flux de trésorerie, qui nous rappelle de faire bon usage des différentes ressources du coffre à jouer de l'entreprise pour favoriser la croissance de la capacité de gain personnel; ensuite, avenir, qui nous rappelle que nous devons savoir gérer les attentes des autres à notre égard et maximiser leur évaluation de notre capacité de gain futur. Pour réduire le dénominateur, nous devons saisir deux mots-clés: d'abord, risque. Pour réduire notre risque aux yeux des autres, nous devons nous efforcer d'être une personne hautement sûre. Ensuite, taux de croissance, nous devons, pour augmenter notre taux de croissance futur, nous devons saisir les opportunités et prendre courageusement les risques que nous pouvons supporter. Il y a une dernière phrase qui mérite réflexion: tout actif comporte un risque de dépréciation, et seuls les talents peuvent continuer à s'apprécier. Dans cette ère en évolution rapide, j'espère que nous pourrons tous garder à l'esprit la formule de valeur découverte aujourd'hui et s'en tenir à la méthode de base pour gagner l'avenir. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.